communiquer. C'est-à-dire, quoi que je fasse, je suis en train de communiquer déjà. 80 à 90% du message, il est véhiculé par le non-verbal, c'est-à-dire la forme du message qui est les mimiques, les gestes, la posture, les mouvements oculaires. Madame Saïda Salim, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Il est partagé. Alors en entreprise, nous sommes souvent amenés à communiquer. Donc ma première question, c'est déjà comment développer une communication efficace avec ses collègues au travail. Dans l'entreprise et ailleurs, la communication, elle fait partie du quotidien. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire, quoi que je fasse, je suis en train de communiquer déjà. Et c'est ma communication qui va influencer aussi mon interlocuteur dans son mode de communication. Maintenant, si on prend le milieu de travail, il y a des données aussi à prendre en considération et qui s'imposent pour mesurer la qualité d'une communication entre les collègues. Est-ce qu'elle est efficace ou elle n'est pas efficace? Et là, la question à se poser lorsqu'il n'y a pas une bonne communication entre les collègues ou elle n'est pas efficace, est-ce que se situe au niveau des individus ou déjà au niveau de la structure d'entreprise, la communication interne est défaillante, elle n'a pas été établie, elle est bloquée ou carrément, elle peut être carrément absente. Donc, on va partir déjà sur cette base. Est-ce que la communication interne est fluide dans les trois niveaux? Est-ce qu'elle est fluide au niveau latéral, au niveau ascendant et au niveau descendant? Parce que si la réponse est non, alors automatiquement, ça va se répercuter sur la relation entre les collègues, sur la communication entre les collègues et sur le message qui va passer entre les collègues. On va se trouver dans des scénarios comme des personnes, par exemple, qui vont se refermer sur eux-mêmes, qui vont rester un peu bloqués dans la communication et lorsqu'ils vont communiquer avec les collègues, ils vont communiquer à travers leur frustration, à travers des besoins non satisfaits qu'ils n'arrivent pas à trouver au niveau de la communication interne qui est défaillante ou qui est carrément absente. Donc, ça peut être aussi des scénarios de personnes qui, suite à cette communication interne qui est défaillante, ils vont un petit peu suivre le modèle de l'entreprise et vont considérer que maintenir une information, c'est un moyen d'avoir le pouvoir. Et là, la communication ne va pas pouvoir passer entre les collègues parce que les messages vont être bloqués au niveau de ces personnes. Il va y avoir des nœuds qui vont se créer au niveau de la communication. Et on ne peut pas de toute façon ici parler de scénarios de communication efficace ou même un bon niveau de communication jusqu'à ce que le problème se résout déjà au niveau de la communication interne de l'entreprise. Maintenant, si la réponse est oui et que l'entreprise ou les décideurs, ils ont déjà établi une communication fluide, bien structurée, bien établie dans tous les niveaux, là, on peut effectivement aller voir ce qui se passe au niveau des individus et poser la question pourquoi une telle communication entre deux personnes, par exemple, ou au niveau latéral, entre des services, se passe mal ou se passe bien. Et donc, il y a deux scénarios. Ça va être des personnes qui vont justement enrichir cette communication interne déjà bien établie. Ils vont l'enrichir avec leur propre mode de communication de bonne qualité. Ils vont l'enrichir avec leur échange avec leurs collègues qui est basé sur l'écoute active, qui est basé sur une attitude d'empathie envers les besoins de leurs collègues lorsqu'ils l'expriment. Et ils vont l'enrichir aussi par leur savoir-être et leur savoir-faire. Et donc, ça va être un enrichissement mutuel entre la communication interne bien établie et le mode de communication de la personne. Et il y a d'autres cas où la personne, même lorsqu'il y a une communication interne qui est bien structurée, il y a des personnes qui vont avoir du mal à établir une communication communicante avec les collègues. Ça peut être parce qu'il n'y a pas une prise de conscience de l'importance d'un bon climat de la communication pour un bon climat de travail. Ça peut être tout simplement par un manque d'apprentissage. Parce qu'une communication, une bonne communication aussi, ça s'apprend. Et donc, il faut tout simplement, dans ce cas, passer par l'étape apprentissage pour ces gens, pour ces personnes, pardon. Et l'apprentissage va justement leur permettre d'acquérir ce savoir-être qui leur manque au niveau de la communication. Ça va leur permettre justement d'acquérir, de comprendre ou de savoir comment adopter une attitude d'écoute active,
de sortir du monologue intérieur et d'aller plutôt vers l'écoute de l'autre lorsqu'ils sont dans une situation d'échange avec les collègues. Ça va leur permettre aussi d'apprendre à être congruents entre leur verbal, c'est-à-dire ce qui est exprimé par les mots et les phrases, et ce qui se projette dans leur non-verbal vers leur interlocuteur. Donc tout ça va passer par l'apprentissage essentiellement parce que, comme j'ai expliqué, une bonne communication, ça s'apprend aussi. Et dès que l'apprentissage est fait, dès qu'une personne réétablit des bonnes bases de communication, ça va se répercuter automatiquement avec des bénéfices sur sa vie professionnelle, sur ses relations professionnelles et sur sa communication en général dans sa vie. Comment peut-on décoder les signes de communication de son interlocuteur et synchroniser avec lui? Alors, 80 à 90% du message, il est véhiculé par le non-verbal, c'est-à-dire la forme du message qui est les mimiques, les gestes, la posture, les mouvements oculaires, la voix, l'intonation. Donc tout ça va permettre, au niveau de la réception et de l'émission, il représente 80 à 90% d'un message. Il ne reste finalement que 10 à 20% qui est véhiculé par le verbal, qui sont les phrases et les mots qui sont dites, et là on parle du fond du message. Donc il est très important déjà d'être congruent, que la personne arrive à un niveau de congruence qui lui permet de parler et de projeter en même temps, sur le même niveau, ce qu'elle est en train de dire. Maintenant, et ce n'est pas, c'est-à-dire on n'a pas besoin forcément de connaissances extraordinaires pour décoder certains signes du non-verbal. Toute personne, même dans notre quotidien, on arrive à dire il me parle de cette manière, il fait tel geste, il fait tel regard. Donc on arrive facilement à détecter un mode de communication non-verbale, et on arrive à l'identifier, à lui donner un nom. Dans certaines professions, bien sûr, il faut aller plus loin. Il faut acquérir certaines connaissances et compétences et comprendre un petit peu ce que signifie un mouvement oculaire, ce que signifie une position des yeux. Ça peut être utile parfois pour voir un petit peu comment la personne elle réfléchit, elle fait appel à quoi exactement dans sa manière de transmettre un message ou une information. Ça peut permettre de vérifier le degré de sincérité de ce que dit la personne. Pour les gestes et la posture, ça permet aussi de savoir l'état interne de la personne lorsqu'elle est en train de communiquer, et ça permet aussi de comprendre un peu les émotions qui sont un peu à l'intérieur de la personne, même si elle ne les exprime pas. Donc ça peut être utile dans des professions, c'est utile dans des professions, et c'est même un élément de travail aussi, un outil de travail pour certaines professions. Pour d'autres, il faut même aller vers la synchronisation lors d'une communication avec l'interlocuteur. Le but de la synchronisation, c'est de le mettre en confiance, de mettre la personne devant en confiance. Le but n'est pas d'imiter la personne et un petit peu de répéter ses mouvements, mais plutôt de lui donner cette impression qu'elle est face à une personne qui est à son écoute, qui comprend ce qu'il dit, qu'elle lui donne toute l'attention nécessaire dont elle a besoin. Et tout cela, il enrichit l'échange. Il met une base d'ouverture à la communication et à l'échange. Maintenant, dans une communication, le but n'est pas de focaliser l'attention et le temps à analyser, à décoder le non-verbal ou à se synchroniser durant toute la communication avec l'interlocuteur. Au contraire, ça va donner même des résultats opposés. Ça va peut-être créer une méfiance chez l'autre parce qu'on va indirectement transmettre ça, et ça va créer la personne, elle peut se refermer sur elle, et au lieu d'aller vers plutôt une ouverture de communication. Une bonne communication, en fait, elle est basée sur consacrer le temps et l'attention à l'écoute de l'autre, à une écoute active. C'est plutôt adopter une attitude d'empathie
par rapport à ce que dit et ce qui s'exprime à travers le non-verbal de la personne. C'est être dans l'écoute active, c'est dialoguer à partir de ce que dit la personne, ce qu'on reçoit, pas à partir de comment on l'interprète à l'intérieur de nous. C'est aussi sortir et s'éloigner dans une communication, s'éloigner du jugement et de la critique de l'autre. C'est ça qui va permettre en fait d'établir une bonne communication et une communication constructive pour les deux interlocuteurs. Quels sont donc vos conseils pour les jeunes qui regardent cette vidéo? Déjà, la communication est la base de tout. Nous sommes en permanence en train de communiquer, même lorsqu'il n'y a pas du verbal, on est en train de communiquer. Donc, une mauvaise qualité de communication, elle va automatiquement se répercuter sur le tout. Donc, la première chose, c'est une prise de conscience de l'importance de la communication. La prise de conscience du rôle qu'elle va jouer dans un climat de travail, elle va le rendre bon ou mauvais. La deuxième chose, c'est de réaliser et d'avoir cette prise de conscience que dans une communication, on est deux, en fait. Quel que soit le degré de notre implication dans le résultat bon ou mauvais, mais de toute façon, on est deux. Et donc, on y est tous les deux responsables et chacun doit y mettre de son côté pour rendre cette communication meilleure. La troisième chose, c'est qu'une communication, ça s'apprend tout simplement. C'est-à-dire il faut accepter, il faut avoir cette prise de conscience que lorsqu'il y a un problème de communication, que la personne s'oriente vers un apprentissage. Ça peut être avec des outils qui sont communs pour tout le monde, comme ça peut être avec des outils adaptés à la personne, adaptés à sa capacité ou non à acquérir facilement un savoir-être, à son niveau d'intelligence émotionnelle et relationnelle, à ses croyances, à ses émotions, de toute façon à son historique de vie, parce que tout ça, il va impacter son mode de communication. Donc, le plus important, c'est ne pas rester dans la victimisation et ne pas rester dans l'accusation de l'autre quand il y a un problème au niveau de la communication, mais d'aller tout simplement chercher les solutions ou en s'impliquant soi-même, en changeant son propre mode ou en allant apprendre via un professionnel.